Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h31, merci d'être avec nous, merci de nous retrouver tous les jours entre 10h30 et midi et demi. Nous regardons ensemble l'actualité. Bonjour à toutes et à tous, 0826 300 300 pour réagir. Je vous attends très nombreux, évidemment. De quoi allons-nous parler? Essentiellement de la mort de Naël, 17 ans, mort à Nanterre hier matin, refus d'obtempérer. Il redémarre, l'un des policiers qui l'a arrêté tire. Naël meurt quelques minutes plus tard. 2 enquêtes ouvertes, plainte déposée par la famille de Naël. Le policier qui a tiré a été placé en garde à vue. Nous reviendrons sur les faits précisément. Nous allons écouter les réactions de la mère de Naël, de Gérald Darmanin, de Marine Tondelier, qui est secrétaire générale d'Europe Écologie Les Verts. Refus d'obtempérer, légitime défense. Que dit la loi? Débat entre 11h et midi sur le refus d'obtempérer. Faut-il changer la loi qui date de 2017? Plus de 20 000 refus d'obtempérer l'année dernière, 13 morts. Les récits, les idéologies s'affrontent. On est avec ou contre la police. Où sont les nuances? Ce sera aussi l'un des sujets de notre débat. Et puis, émeute hier soir à Nanterre et dans de nombreuses villes. Des députés LFI étaient en soutien aux émeutiers. Le journaliste du Figaro qui était sur place hier soir à Nanterre, sera avec nous à 12h10. Il nous racontera ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu. Il est 10h32. Vous savez que vous pouvez suivre cette émission en direct à la radio, 99.9 à Paris et en Ile-de-France, sur l'application Sud Radio, sur le site sudradio.fr, sur le Facebook Live et la chaîne YouTube de Sud Radio, et puis le podcast sudradio.fr, application Sud Radio et les plateformes Apple Podcast, Spotify et Deezer. Il est 10h33, les faits. Les faits, dans quel monde on vit? Félix Mathieu, bonjour Félix. Bonjour Jean-Jacques. Alors, revenons sur ce qui s'est passé hier matin à Nanterre. Hier soir, il y a eu, suite à ce qui s'est passé hier matin, des tensions et des affrontements à Nanterre et de nombreuses villes. Hier matin, donc, mort d'un jeune homme de 17 ans, Naël, suite à un refus d'obtempérer. Il se trouvait au volant d'une voiture au moment des faits. Oui, le drame s'est produit à 8h20 près de la station de RER Nanterre-Préfecture, en banlieue parisienne. Sur des images amateurs, on aperçoit la Mercedes jaune et des policiers sur le côté à la fenêtre conducteur. L'un des agents tient le jeune conducteur en joue, et tandis que la voiture commence à redémarrer comme pour prendre la fuite, l'un des policiers tire à bout portant sur le conducteur. Celui-ci meurt peu de temps après, touché au thorax. La famille du jeune Naël, cet adolescent de 17 ans, annonce porter plainte. C'est ce qu'expliquait son avocat. Plainte pour homicide volontaire et une autre pour faux en écriture publique. Car avant que la vidéo ne sorte sur les réseaux sociaux, les policiers avaient affirmé que le véhicule avait foncé sur 2 motards de police. Ce que ne montre pas évidemment la vidéo. Le policier de 38 ans, en tout cas, a été placé en garde à vue pour homicide volontaire. Bien, merci beaucoup. Nous allons revenir sur les faits, évidemment. Tout au long de ces 2 heures, nous allons entendre des réactions. Nous allons ouvrir le débat. Nous allons essayer d'être le plus neutre possible. Sans prendre parti, parce que ce n'est pas notre rôle de prendre parti. Nous exposons les faits, nous réfléchissons, nous analysons, nous expliquons, et puis vous interviendrez si vous le souhaitez au 0826 300 300. C'est comme cela que ça doit se passer. En attendant de revenir sur les faits, je voudrais vous faire entendre des réactions. D'abord, la réaction de Naël. Naël, 17 ans, qui évidemment à 17 ans conduisait sans permis, qui avait déjà été arrêté plusieurs fois pour conduite sans permis et qui avait fait l'objet d'un refus d'obtempérer il y a 1 semaine. Alors écoutons la mère de Naël réagir. Naël qui n'avait pas de casier judiciaire. Écoutons-la. J'ai perdu un enfant de 17 ans, les filles. Ils m'ont enlevé un bébé. C'était encore un enfant. Il avait besoin de sa mère. Ce matin, il m'a fait un gros bisou. Il m'a dit « Maman, je t'aime ». Je lui ai dit « Fais attention à toi ». Il est parti prendre un McDo. Je suis partie travailler comme tout le monde. 1 heure après, on me dit que quoi? On a tiré sur mon fils. Je vais faire quoi? Je vivais pour lui. Je lui ai acheté tout. Je lui ai tout donné. Tout donné. Tout donné. Pour qu'un fils de qui me retire mon fils.
J'en ai qu'un, j'en ai pas 10, j'en ai qu'un. C'était ma vie, c'était mon meilleur ami, c'était mon fils, c'était tout pour moi. On était complices comme pas possible. La mère de Naël. Autre réaction, celle du ministre de l'Intérieur. C'était ce matin. Gérald Darmanin. Parce que 2 policiers qui sont intervenus à notre connaissance étaient des policiers expérimentés, ils avaient entre 38 et 40 ans, et ils n'avaient pas de difficultés dans leur dossier administratif. Donc on essaie aussi de comprendre ce qui s'est passé dans l'intervention des motards de la DOPC. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est émotion extrêmement légitime pour cette famille et pour cette personne qui est morte. 2, la vérité doit être faite absolument. 3, des sanctions seront prises s'il est prouvé dans les heures qui viennent, en effet, que des charges sont importantes et que ce policier est poursuivi en justice. Donc les sanctions administratives seront prises par le préfet de police. Et 4, un appel au calme, puisque rien ne justifie de brûler une mairie, d'attaquer un centre des finances publiques, de brûler des véhicules de particuliers. Et donc un maximum de forces de l'ordre seront présentes dans les grandes villes de France et singulièrement en Ile-de-France, aujourd'hui exceptionnellement, pour pouvoir rappeler tout le monde au calme, puisqu'il est évident que la justice doit se faire dans le calme. Les 2 policiers qui ont contrôlé Naël hier matin sont 2 motards de la direction de l'ordre public de la circulation. Autre réaction, c'était ce matin sur l'antenne de Sud Radio avec Patrick Roger, invité Marine Tondelier, qui est secrétaire générale d'Europe Écologie Les Verts. Dans l'histoire de ce genre de cas de refus d'obtempérer, où il y a des victimes à la fin, ça arrive quand même plus souvent qu'on ne le pense, jamais on avait eu la vidéo des faits. Et souvent les policiers disent j'étais en légitime défense. Et là, sur cette vidéo, on voit que ça n'est pas le cas. Et donc, cette vidéo est extrêmement choquante. Le son aussi est extrêmement choquant. J'entends quand même, tu vas te prendre une balle dans la tête, dit à un gamin de 17 ans. Déjà, de base, on tutoie pas. Et ça, c'est le premier mot. Et tout le reste de la phrase ne va pas, évidemment. J'entends shoot-le d'un collègue. On a le sentiment qu'on va vers une américanisation, en fait, de la police. Et ça, on ne le laissera pas faire. On se coltine, excusez-moi du mot, les réactions douteuses de l'extrême droite, qui nous expliquent « Ah bah oui, mais quand même, il a 17 ans, pourquoi il conduisait ?» Donc conduire sans permis, c'est 1 an de prison, 15 000 € d'amende, pas une balle dans la tête. On nous dit « Ah bah oui, mais regardez, il redémarre, etc. » Un refus d'obtempérer, c'est 3 ans de prison, 75 000 € d'amende, pas une balle dans la tête. Et donc, on voit bien qu'on a un souci dans la réaction. Et moi, ce que je vois dans cette vidéo, c'est un gamin de 17 ans, Naël, qui est exécuté en France, en 2027, sur la voie publique, par un policier. Et avant que cette vidéo ne soit publiée, j'ai assisté à un policier qui ment, à son collègue qui ment, à la procureure qui ment, et j'ai aussi assisté aux médias qui mentent, mais sur la base de tout ce qu'on vient de se dire, comment pouvait-il faire autrement ? Oui, c'est ça, et donc, s'il n'y avait pas de vidéo, qu'est-ce qui se serait passé ? Voilà, réaction de Marine Tondelier. Alors le mot exécuté prête à discussion. Vous réagissez 0826 300 300. Vous me dites, parce qu'exécuter, ça veut dire que c'est prémédité. Ça veut dire que bon, mais vous réagissez. Vous me dites exactement ce que vous pensez de tout cela. Je tiens absolument à passer vos témoignages, évidemment. Il y a eu de très nombreuses réactions. Je vais vous en citer quelques-unes. Celle d'Omar Sy, je le cite, « Qu'une justice digne de ce nom honore la mémoire de cet enfant ». Kylian Mbappé, qui a tweeté, je lis, « J'ai mal à ma France, une situation inacceptable. Toutes mes pensées vont pour les proches et la famille de Naël, ce petit ange parti beaucoup trop tôt. » Jules Koundé, le footballeur défenseur du FC Barcelone, a exprimé sa colère, soulignant un problème sociétal majeur selon lui. Je le cite, « Un jeune homme de 17 ans abattu à bout portant par un policier pour un refus d'obtempérer lors d'un contrôle. Telle est la réalité de la situation et elle est dramatique. » Et il ajoute... j'en veux aux chaînes d'information en continu, comme si cette nouvelle bavure policière ne suffisait pas. Les chaînes d'information en continu en font leur chou gras, des plateaux déconnectés de la réalité, des journalistes qui posent des questions dans le seul but de déformer la vérité, de criminaliser la victime et de trouver des circonstances atténuantes là où il n'y en a aucune. Une méthode vieille comme le monde pour masquer le vrai problème, et si on éteignait un peu la TV pour s'informer. Et Mike Maignan, le gardien de but des
Bleu a lui aussi réagi, s'est exprimé ce matin. Une balle dans la tête, c'est toujours pour les mêmes qu'être en tort conduit à la mort. Voilà ce qu'il dit pour Naël, pour sa maman, ajoute-t-il, Mac Maignan. Bien, vous voyez de très nombreuses réactions. Encore une fois, les vôtres, 0826 300 300. Nous allons revenir sur les faits, nous allons débattre entre 11h et midi. Je rappellerai ce que dit la loi. Tiens, nous allons le faire d'ailleurs immédiatement avec maître Alexia Descamps, qui est avocate en droit routier. Maître Descamps, bonjour. Bonjour, monsieur Bourdin. Vous êtes avocate en droit routier. Faisons bien la différence entre un refus d'obtempérer et un délit de fuite. Ah oui, il y a une réelle différence, parce que le refus d'obtempérer, c'est un refus effectivement de s'arrêter quand les forces de l'ordre font signe de se mettre sur le côté pour un contrôle, peu importe ce qu'il est d'ailleurs, mais ils nous demandent de nous arrêter, ils veulent contrôler quelque chose ou verbaliser quelque chose. Le délit de fuite, c'est quand il y a un accident et qu'on s'en va en laissant un dommage corporel ou même un dommage matériel derrière soi. Donc on n'a pas la même définition. Voilà. Bien. Alors, en ce qui concerne le refus d'obtempérer, la loi de 2017, article 435.1 du Code de sécurité intérieure précise les choses. Je lis: policiers et gendarmes sont autorisés à tirer en cas de refus d'obtempérer s'ils ne peuvent stopper la voiture autrement que par l'usage des armes et si, dans sa fuite, le conducteur est susceptible de perpétrer des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d'autrui. Voilà ce que la loi écrit. Oui, alors ce qu'écrit la loi, ce que dit la loi est une chose. Le problème, c'est que dans le refus d'obtempérer, ça va très vite. S'ils doivent intervenir et tirer, ça doit aller très vite parce que on est sur un véhicule qui va rouler vite pour justement se soustraire au contact des forces de l'ordre. Donc ils sont autorisés à tirer, mais dans certaines circonstances. Ça va être très circonstancé, ça va être très conditionné. Il faut tirer déjà plutôt sur le véhicule plutôt que sur les personnes qui sont à l'intérieur. Donc il y a une façon de tirer. Et on peut tirer dans les pneus, on peut essayer de stopper le véhicule. En fait, c'est l'idée de cette loi-là. C'est de stopper le véhicule d'une façon ou d'une autre, sans mettre en danger la vie d'autrui. Ni celle des policiers ou des gendarmes, ni celle des conducteurs ou des passagers. Donc ce qui s'est passé hier est complètement différent de ce que nous dit la loi, en fait. Ce qui s'est passé hier n'est pas du tout un refus d'obtempérer. Enfin, ne peut pas répondre, en tout cas aux conditions de la loi. Voilà, parce que hier, mais il a redémarré, le conducteur a redémarré. Le policier le tenait en joue. Lorsqu'il a redémarré, et le policier a tiré. J'ai vu la vidéo, alors oui, il redémarre. On le sait, il a 17 ans, il n'a pas de permis de conduire, il a cette volonté effectivement de se soustraire à ce contrôle routier. Sauf que bon, ce qu'il s'est passé, alors je vais respecter la présomption d'innocence et respecter le dossier parce qu'il est en cours d'instruction, bien évidemment. Oui, mais ce que l'on voit sur la vidéo, pour moi, ne correspond pas du tout à une légitime défense de la part des policiers ou à une volonté de stopper le véhicule. C'est une volonté de stopper le conducteur plus qu'autre chose. Voilà, pour vous, le policier a eu la volonté de... Mais dans ces cas-là, le policier n'a que quelques fractions de seconde, même pas une seconde pour réagir. Hein. Bien sûr, ça va très vite. Ce que je vous disais, c'est pour intervenir, il n'a qu'une fraction de seconde. Est-ce qu'il est obligé réellement... Enfin, est-ce que c'est obligé de se passer comme ça? Je pense qu'on avait d'autres façons de faire pour arrêter Naël hier matin. Je ne suis pas le juge, je ne suis pas son avocat, mais je pense que clairement ce qui s'est passé hier matin ne peut pas rentrer dans le cadre de la définition d'un refus d'obtempérer, juridiquement parlant. Bien, refus d'obtempérer, il y en a beaucoup, hein. 27 000 en 2021, près de 30 000 en 2022, c'est beaucoup. Et dans les refus d'obtempérer, 1% des policiers dégainent leur arme. 1% des cas, dans 1% des cas. Policiers ou gendarmes. Hein. Je pense que les gendarmes et les policiers, on ne peut pas faire une généralité de ce qui s'est passé hier matin une fois de plus. Oui. Pour moi, et je l'espère, c'est un cas isolé. Je l'espère, hein, parce que effectivement, souvent les policiers sont très prudents. Donc, soit ils renoncent à arrêter le véhicule,
ils relèvent la plaque d'immatriculation et ils vont après rappeler la personne titulaire du certificat de carte grise pour l'auditionner sur ce qui s'est passé. Oui. Soit ils arrivent à l'arrêter parce que la personne finit soit par obtempérer, quand même si elle a tenté de se soustraire aux forces de l'ordre, soit ce n'est pas un refus d'obtempérer. Parce qu'il ne faut pas oublier que sont catégorisés dans les refus d'obtempérer beaucoup de faits qui ne le sont pas forcément. Il y a parfois un manque de visibilité des conducteurs qui ne voient pas les forces de l'ordre derrière eux. Oui. Et donc les forces de l'ordre vont les catégoriser comme refus d'obtempérer alors que tout simplement ils ne les ont pas remarqués. Enfin, les conducteurs ne les ont pas remarqués. Il y a aussi des conducteurs qui ont peur du carjacking. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'en fait, ils sont avec les voitures banalisées, ils vont être pris par des voleurs et du coup ils essaient de se soustraire à ça. Ils se rendent pas compte que ce sont les forces de l'ordre, donc ils vont accélérer. Pardon. Dans un refus d'obtempérer classique, il y en a effectivement, mais généralement ça se termine soit par finalement on va obtempérer, soit on relève la plaque et on va être auditionné plus tard. Et ils prennent pas beaucoup de risques quand même parce que d'abord ils protègent leur vie et ils protègent également la vie du conducteur. Parce qu'entre la vie et l'infraction, il y a quand même, il faut vraiment que le conducteur soit très virulent, soit quelque part très violent dans sa conduite et mette en danger les autres usagers de la route pour que là éventuellement les forces de l'ordre interviennent avec leurs armes. Bien. C'est ce que moi je vois dans mes dossiers en tout cas. Merci Maître Descamps. Alexia Descamps, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio ce matin. Il est 10h47, ça vous fait réagir. Très nombreux, je vois Jean-Paul qui a envie de réagir. Je vais prendre Jean-Paul et puis débat entre 11h et midi autour du refus d'obtempérer. Ce que dit la loi, on rappellera. Est-ce qu'il faut changer la loi? Nous allons débattre. Sur le fait en lui-même, il y a des enquêtes en cours, plusieurs enquêtes en cours. Vous savez que le policier incriminé est en garde à vue, eh bien, nous allons laisser la justice faire son travail. L'IGPN aussi, l'inspection générale de la police nationale, qui va faire son travail. Emmanuel Macron va s'exprimer à propos de ce qui s'est passé hier matin à Nanterre. Il va s'exprimer d'ici quelques minutes. Vous ne raterez rien. Vous êtes sur Sud Radio. Je vous remercie. Je prendrai Jean-Paul à 11h si Jean-Paul peut, parce que Jean-Paul appelle de Dordogne. Si Jean-Paul peut, je prendrai Jean-Paul à 11h, puisque nous allons consacrer toute l'heure de 11h à midi à ce fait divers dramatique. Il est 10h48. À tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h51. Nous allons revenir sur ce qui s'est passé à Nanterre tout à l'heure, donc entre 11h et midi. Mais auparavant, un petit détour par l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que les députés votent aujourd'hui une proposition de loi concernant une batterie de mesures pour prévenir les feux de forêt, les incendies. Il y en a déjà eu. Il y a des départs de feu réguliers actuellement, avec la sécheresse notamment, et il y a un gros risque cet été. Nous sommes avec le président de l'Association régionale de défense des forêts contre l'incendie d'Aquitaine, Bruno Lafont. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Président de l'association en Aquitaine de défense des forêts contre l'incendie. C'est cela, hein, Bruno Lafont? C'est ça. C'est ça. Alors, cette proposition de loi, et vous dites, est une avancée avec des mesures qui vont marquer l'opinion publique. Quelles sont les mesures marquantes, justement? D'abord, il y a celle qui interdit au public de fumer les jours de risque à moins de 200 mètres des forêts. C'est-à-dire de faire prendre conscience qu'aujourd'hui, on ne peut plus se promener ou vivre comme on vivait auparavant, parce que les conditions ont changé, la météo a changé, le réchauffement climatique a fait qu'aujourd'hui, fumer au bord d'une forêt, mais il y a plus de risques qu'auparavant. Alors, c'était déjà pas très bien de le faire, mais aujourd'hui, c'est marqué dans la loi, on ne pourra plus fumer à moins de 200 mètres des forêts et ça sera répréhensible. Oui, mais même chez soi? Même dans un lieu privé? Mais j'espère que les personnes qui vivent à côté d'une forêt, qui sont chez eux, font attention. Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui, et nous l'avions demandé l'an dernier, la campagne de publicité qu'il y a sur les ondes et sur la télévision, pour que les gens prennent conscience de ne pas faire d'étincelles et de feux certains jours quand la sécheresse est importante, lorsque l'humidité est faible et lorsque les vents sont importants. Parce que c'est là que les départs de feu sont les plus importants. Bien sûr. Les plus nombreux.
Bien sûr, bien sûr. Donc pas de cigarettes, pas de rien d'autre d'ailleurs, à moins de 200 mètres quand il y a des risques d'incendie. Bon, ça c'est la première chose. Et puis d'autres mesures aussi. Oui, il y a je dirais les gens qui sont soumis à l'obligation légale de débroussaillement. C'est-à-dire que lorsqu'on vit à côté d'une forêt, eh bien on nettoie le sous-bois pour que si le feu arrive par la forêt, eh bien on fait en sorte que ça soit propre. Et puis également pour que s'il y a un départ de feu de sa maison, ça ne prenne pas une extension terrible parce que justement on n'a pas nettoyé. Et donc là, les sanctions sont plus importantes parce que c'est 50 € le mètre carré au lieu de 30. Et puis l'astreinte qui a été ordonnée par le tribunal de nettoyer votre terrain, elle peut passer de 50 à 100 € maximum. Bon, là aussi, c'est un signe qui montre qu'il faut absolument faire ce travail-là. Et aujourd'hui, ceux qui ont vécu l'été d'enfer l'an dernier, eh ben, sont beaucoup plus attentifs, que ce soit les maires, mais également les particuliers. Et je peux vous dire que dans notre région, ça a été marqué et les gens respectent les obligations légales de débroussaillement plus qu'on ne le faisait qu'auparavant. Oui, je rappelle que vous êtes maire de Biganos en Gironde, Bruno Lafont. Bruno Lafont, rappelons la loi, si je suis particulier, je dois débroussailler quelle surface, quelle superficie? Alors, c'est le maire qui, en principe, fixe la dimension, c'est 50 mètres, mais il peut le porter à 100 mètres, voire 200 mètres, mais 50 mètres, c'est bien. Quelle est la particularité de cette loi qui vient justement du fait que c'est l'homme qui met le feu, puisque 94% des feux sont dus à l'homme, de façon accidentelle ou volontaire, malheureusement. La foudre ne représente, enfin, les causes naturelles, il n'y en a que 6%, voire 10%, mais c'est la foudre. Là, on a vu, il y a eu beaucoup d'orages, et il y a peu de départs de feu. Il y en a eu quelques-uns, mais il y a peu. Donc c'est dû à l'homme. Et c'est pour ça que vous devez entretenir le terrain, même chez autrui. C'est-à-dire sur la forêt qui vous touche et qui n'est pas à vous. C'est pas forcément très bien compris, et ça, c'était la difficulté. Et donc, aujourd'hui, les gens ont compris que même que la forêt ne soit pas à soi, on doit nettoyer. Alors, il n'est pas question de couper les arbres, hein. Il est question simplement de bien nettoyer le sous-bois, même s'il ne nous appartient pas, mais il faut l'autorisation du propriétaire qui a cette forêt. S'il ne le donne pas, eh ben, c'est le propriétaire qui n'a pas donné l'autorisation qui devra le faire et qui en prend la responsabilité. Oui, je comprends, c'est très clair. Quelle est la situation en Gironde avant cet été? Il a plu, mais vous savez, en matière de feu de forêt, il faut être très humble. C'est ce que je dis et je répète en permanence. Là, aujourd'hui, on a des conditions où la sécheresse commence à arriver, puisqu'il fait des températures élevées, mais il a bien plu, donc la végétation est verte. Il ne faudrait pas que nous vivions des canicule comme on les a connues l'an dernier, parce que c'est ça qui est terrible. Donc écoutez, pour l'instant, on a une armada de véhicules et d'engins volants qui sont plus importants que l'an dernier, qui ont été mis à disposition, hélicoptères, petits avions de surveillance. Donc on démarre un peu moins dénudé que l'an dernier, mais en matière de feu de forêt, vous savez, il faut faire très attention. Et puis on a cette loi qui va quand même faire marquer les esprits, parce qu'il y a le risque incendie de feu de forêt, mais il y a aussi des surfaces agricoles et de végétation, hein. Donc il faut faire attention partout. Et je le répète, les conditions ont changé. Le réchauffement climatique, la modification du climat, fait qu'on ne vit pas autour d'une forêt comme on le faisait auparavant. Merci beaucoup, Bruno Lafont. Merci, maire de Biganos. Merci beaucoup. Il est 10h57, vous êtes sur l'antenne de Sud Radio. Merci d'être avec nous. Allez, entre 11h et midi, débat autour de ce qui s'est passé hier matin à Nanterre, le refus d'obtempérer, ce qu'il faut changer la loi. Vous allez, parce que je le dis, c'est sans nuance, hein. Aujourd'hui, il y a tous les avis qui s'expriment un peu rudement parfois, un peu trop vite souvent. Malheureusement, il est bon de faire la clarté, il est bon de rester le plus impartial possible, ouvrir le débat, ce débat-là autour de la police, des interventions de la police. Vous savez, il y a deux récits, deux idéologies, d'un côté les voyous, des sauvages, de l'autre les violences policières systémiques, la police qui tue, donc avec ou contre la police, mais on peut être, je crois, plus nuancé, plus intelligent, regarder les faits avec distance et réfléchir. C'est ce que nous allons essayer de faire entre 11h et midi. Merci, 10h58. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h04. Nous allons revenir sur ce qui s'est passé hier matin à Nanterre. Nous allons regarder les faits, ce que nous savons des faits, encore une fois, hein, sans les interpréter, mais en essayant d'analyser
d'expliquer et d'expliquer ce que dit la loi, de préciser ce que dit la loi. La loi, notamment sur le refus d'obtempérer. C'est l'article 435.1 du Code de sécurité intérieure. Je vous lis ce que dit cet article. Policiers et gendarmes sont autorisés à tirer en cas de refus d'obtempérer s'ils ne peuvent stopper la voiture autrement que par l'usage des armes et si dans sa fuite le conducteur est susceptible de perpétrer des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d'autrui. Voilà ce que dit cet article. Nous allons réfléchir. Est-ce qu'il faut changer la loi, la modifier? Est-ce que, bon, des quantités de questions sont posées. Vous pouvez réagir à 0826 300 300. Nous avons comme invité ici autour de la table Maître Marie Violot, qui est avocate pénaliste au barreau de Paris. Maître Violot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec nous également Grégory Joron, qui est secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO. Bonjour, bonjour. Grégory Joron. Bonjour. Et puis Bruno Pomar, qui est président du think tank Initiative Sécurité Intérieure, ancien instructeur du RAID. Bonjour. Bonjour Bruno Pomar. Merci d'être avec nous tous les trois, encore une fois, 0826 300 300. Si vous voulez intervenir. Donc je reprends les faits, vous allez m'arrêter si vous voulez compléter. Si j'oublie quelque chose, ça s'est passé 8h15, 8h20. C'était hier matin à Nanterre. Si j'ai bien compris, le jeune homme, Naël, 17 ans depuis le mois de février. Naël, 17 ans depuis le mois de février, conduit. Il n'a pas le permis, à 17 ans, on n'a pas le permis. Il conduit une Mercedes AMG, c'est un véhicule de prix. Il conduit ce véhicule qui aurait été loué. C'est ce que une société étrangère d'ailleurs. À une société étrangère. Bien. Donc il conduit ce véhicule et il prend, si j'ai bien compris, une voie interdite. C'est la voie de bus, c'est ça? Oui, la voie de bus réservée au taxi. Ouais. Dégagement. Bon. Alors évidemment, il y a deux policiers de la DOPC, c'est ça? Direction de l'ordre public et la circulation. Voilà, c'est ça, la DOPC. Sont deux motards. Tout à fait. Deux motards qui l'arrêtent. C'est logique. Et qui viennent le contrôler. Tout ça est très logique. On lui demande son permis, il n'en a pas. Que se passe-t-il là? Les motards peuvent savoir à qui ils ont affaire, même s'il n'y a pas de permis. Grégory Joron. Si régulièrement ils sont sur la circonscription, ce qui semble être le cas, ils ont quand même une connaissance assez fine du sociogramme et des gens qui le contrôlent régulièrement. Bon. Dans la voiture, il y a 3 personnes. Il y a le conducteur, un passager à l'avant et un passager à l'arrière. Maître, si je dis des bêtises, vous m'arrêtez. Hein. Non, je vous en prie. Pour l'instant, ça va. Oui, il n'y a aucun problème. Bon, aucun problème. Pas d'interprétation des faits, rien que des faits. Donc il y a 3 personnes dans le véhicule. Alors, les motards sont 2. Ils sont à la gauche du véhicule, avant gauche. L'un des 2 motards vérifie d'éventuels papiers et l'autre a sorti son arme. C'est ce que montre la vidéo qui a été tournée. Il a sorti son arme. À ce moment-là, le jeune Naël redémarre. Le policier tire. Le jeune Naël est atteint à la poitrine. La voiture fait quelques mètres, s'encastre dans un poteau. On essaie le SAMU arrive très très vite au secours de Naël, mais il décède. Ils interpellent un garçon et un qui fuit. Hein. Voilà. Alors, dans le véhicule, il y en a un qui est interpellé, l'un des passagers, et l'autre s'en va. Tout à fait. Fuit. Alors, sauf erreur de ma part, il y en a un qui sort du véhicule, qui lève les bras en l'air, et le policier, un des 2 policiers, un des 2 motards arrive et lui fait une espèce de balayette, le neutralise au sol et l'interpelle à ce moment-là. Oui. Ce qui est normal. Non, mais c'est-à-dire, il prend pas la fuite. C'est normal. Il prend pas la fuite, il sort du véhicule, il lève les bras. Oui, mais il y en a un autre qui a disparu. Ils sont 3 dans la voiture. Je parlais de celui qu'on avait interpellé et de la manière avec laquelle on l'avait interpellé. J'ai pas senti de... Non, mais d'accord. Mais bon, il est normal qu'il soit immobilisé. Bien sûr. Bon. De cette manière-là, c'est normal. Jusque-là, alors, on a un doute. Je ne sais pas, il faudra attendre l'enquête. Savoir si les mots qui auraient été prononcés par le policier qui a tiré. C'est peut-être l'un des
l'un des faits marquants d'hier matin. Enfin, le fait marquant, c'est la mort de Naël. Mais au-delà de la mort de Naël, est-ce que le policier l'a menacé ? Lui a dit, je vais, si tu, enfin, je sais pas quels sont les mots qui ont été prononcés. Bruno Pomar. Attendez, il faudrait que je retrouve les mots. D'éteindre le moteur. Chose qu'il ne fait pas. Tu vas te prendre une balle dans la tête. Exactement. Et ce qui est entendu d'ailleurs dans les vidéos qu'on voit. Ce qui est une sommation en fait. C'est la loi lui impose, je crois, sauf erreur de ma part. Alors c'est pas une sommation de dire. Tu vas te prendre une balle dans la tête, c'est une sommation. Ça peut être interprété comme une sommation. Comme en fait, après, je sais pas, c'est un peu l'objet de la loi, et les problématiques de la loi. Qu'est-ce que ça veut dire le mot susceptible de porter atteinte à ? Et je pense que tout le débat réside là. Quand le policier lui dit je vais te mettre une balle dans la tête, ça peut s'interpréter, à mon avis, comme une sommation. C'est-à-dire éteins le moteur, ne bouge pas. Après, c'est les expressions que prennent parfois, et je mets des bémols là-dessus parce que j'ai fait un petit peu de terrain, lorsqu'on intervient sur des voyous, etc. C'est du style tais-toi, ferme ta gueule. Quoi, ou, enfin, là, il faut dire que les mots sont à un niveau très haut. Maintenant, il va falloir le prouver d'abord. On ne reproche pas aux policiers un vocabulaire outrancier, on lui reproche d'avoir tiré dans le thorax d'un jeune. Bon, l'enquête va nous dire dans quelles circonstances il a tiré. Hein. C'est l'objet de l'enquête maintenant. Hein. Et s'il a levé le droit de tirer, s'il a outrepassé la loi ou pas. C'est toute la question de l'enquête. Bon, visiblement, les policiers connaissaient ce jeune Naël. Alors, ce jeune Naël n'a pas de casier judiciaire. 17 ans, on peut avoir un casier judiciaire à 17 ans. Oui, bien sûr, bien sûr. Hein, bien sûr, oui, il est issu de la cité Pablo Picasso, qui est quand même connu, évidemment, pour le trafic de stupéfiants, enfin bon, mais bon. Et il était connu quand même des services de police pour déjà avoir fait... refus d'obtempérer, déjà, et puis conduite sans permis, déjà. Voilà. Déjà, j'ai deux, trois confrères qui viennent aussi de la cité Pablo Picasso. Non, mais ce que je veux dire par là, non, vous avez raison, c'est pas stigmatiser cette cité. J'y travaille, je mets des actions en place en plus à Nanterre, donc vous voyez, avec mon association. Non, ce que je veux dire par là, c'est que il était connu des services de police. Point. Voilà, ça s'arrête là. Voilà. C'est pas un garçon, c'est sûrement un gentil garçon, mais il avait déjà été arrêté, un délinquant qui a commis des délits. Et il avait déjà commis quelques effractions. Voilà, c'est ça. Mais est-ce que les policiers le savaient? Est-ce qu'on lui demande, monsieur, avez-vous un casier judiciaire? Il le connaissait peut-être, je ne sais pas. Ça, on ne peut pas répondre à la question. Ça, on va pas. C'est facile après de dire il avait un casier judiciaire. Oui, mais les effectifs locaux. Non. On n'a jamais dit qu'il avait un casier judiciaire. Il n'a pas de casier judiciaire. Non, mais il était connu pour avoir fait ce type d'infraction déjà. Mais si on fait une infraction, monsieur, sauf erreur, si on commet une infraction, on est condamné. Donc on a des mentions à son casier judiciaire. Soit il est condamné et on a un casier judiciaire qui est rempli. Soit il n'a pas fait d'infraction. Oui, mais enfin, il était connu pour ça. Moi, tous les retours que j'ai pu avoir. Il avait déjà été arrêté. Il avait déjà fait l'objet d'un refus d'obtempérer. Déjà, il avait refusé d'obtempérer. Oui. Mais si on refuse d'obtempérer, il conduisait sans permis. Mais c'est très simple. Si on refuse d'obtempérer, on commet une infraction. Il y a un juge qui dit voilà, vous avez commis l'infraction de refus d'obtempérer, monsieur, vous êtes condamné à temps. Et donc cette mention n'a pas un casier judiciaire. Il n'avait pas encore été condamné, je crois. Donc en fait, on n'est pas sûr qu'il ait commis un refus d'obtempérer. Mais c'est pas une interprétation de ma part, c'est juste la loi. Il conduisait sans permis. Ah ça c'est une évidence puisqu'il avait 17 ans. Oui, il avait 17 ans. Ça c'est une infraction. Bon, ça n'excuse pas le policier de dire cela. Non, ça. Moi je veux rester le plus neutre possible. Vous comprenez? Pour ne pas, parce qu'il y a tellement d'interprétations, c'est insupportable. Pour ou contre la police, c'est devenu. Et puis les politiques qui s'en mêlent. Alors là, c'est voilà. Allez-y. Non mais rapidement parce qu'en fait la réalité c'est ça, c'est que malheureusement on oublie de parler du vrai sujet, c'est-à-dire cette difficulté qu'elle soit opérationnelle et même du cadre légal qu'on nous impose face justement à ces refus d'obtempérer qui entraînent des mises en danger et qui entraînent des tirs, parce que c'est ça notre réalité. Alors moi qu'il ait 15 faits ou 0 faits, je pense que ça change pas grand-chose malheureusement aujourd'hui. Certains disent qu'il en a 15, certains disent qu'il n'en a pas. Moi, j'en sais rien. Honnêtement, je ne me suis pas renseigné. Et puis, je vous dis comme je le pense. Je m'en moque un peu. Et ce qui me désole, c'est que justement, certains soit brandissent ça comme un étendard, soit essayent de dire que c'est un ange. Moi, je ne sais pas. Et encore une fois, je m'en fous. L'enquête le dira. Voilà, et l'enquête le dira. Ange ou pas, il est mort. Voilà, exactement. Donc, moi, la difficulté qu'on a, c'est comment on fait aujourd'hui pour expliquer aux gens que c'est pas les refus d'obtempérer qui entraînent des tirs. Des refus d'obtempérer, il y en a toutes les 20 minutes en France. Il n'y a pas à chaque fois un policier qui tire ou un gendarme qui tire, heureusement. On a malheureusement des refus d'obtempérer qui entraînent aussi des morts de policiers et de gendarmes. On le voit aussi trop régulièrement. Et on a surtout, de l'autre côté, des refus d'obtempérer qui entraînent une mise en danger des policiers ou des gendarmes qui se sentent être en légitime défense et qui font usage de leurs armes et qui, malheureusement,
Attendez, refus d'obtempérer qui entraîne danger pour les gendarmes et policiers, mais danger aussi pour les citoyens, évidemment. Pour d'autres, regardez. Il faut voir Jean-Jacques régulièrement. 25 800, je parle sous le contrôle de Grégory Joron, 25 800 refus d'obtempérer. Il y a, grosso modo, ce que j'ai vu sur ce qu'on nous donne comme info, il y a 8000 sorties d'armes de la part des policiers sur des millions d'interventions. Ils font plus de 3 millions d'interventions par an. Et il y a eu 13 morts. 13 morts. Refus d'obtempérer. Je ne compte pas les policiers blessés et morts aussi. Et gendarmes. Et donc, 13 morts, et donc, ça veut dire quoi? Non, c'est juste pour faire un bilan, de voir que le sport national, c'est les refus d'obtempérer, que les policiers sont en face-à-face des policiers et gendarmes dégainent leur arme. Et faire du pardon 1% des policiers et gendarmes dégainent leur arme. Oui, mais c'est 1%. Et je dirais tant mieux, même s'il pouvait y en avoir moins, tant mieux. Mais bon, mais s'ils le font, c'est que on va revenir sur la loi. Je voudrais terminer sur les faits. On va revenir sur la loi, sur cette loi de 2017. Est-ce qu'elle a aggravé ou pas les choses? Pourquoi est-ce que dans d'autres pays d'Europe, il y a aussi des refus d'obtempérer, mais il y a moins de morts? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Peut-être c'est la formation, peut-être, mais tout ça, on va aborder, évidemment. On va aborder la formation des policiers ou des gendarmes. Nous allons aborder tout cela. Vous êtes sur Sud Radio, ne vous inquiétez pas. Restez bien à l'écoute et venez vous mêler à la conversation. 0826 300 300, il est 11h16. Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h18. Nous sommes avec nos trois invités. Maître Marie Violo, qui est avocate pénaliste au barreau de Paris. Grégory Joron, secrétaire général, unité SGP Police Force Ouvrière. Et Bruno Pomar, qui est président du think tank Initiative Sécurité Intérieure, ancien instructeur du RAID, évidemment spécialiste de toutes les questions de sécurité. Il est 11h19. Vous êtes sur Sud Radio. Je vois déjà beaucoup d'auditeurs qui ont envie d'intervenir. Je vais vous prendre, Florent, Jacques. Mais je voudrais terminer les enquêtes qui sont lancées. Il y a évidemment le parquet de Nanterre qui a ouvert 2 enquêtes en flagrance. Refus d'obtempérer et tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Enquête confiée au commissariat de Nanterre et à la sûreté territoriale du 92 des Hauts-de-Seine. Et puis, autre enquête, homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique confiée à l'IGPN. Ça, ce sont les 2 enquêtes en flagrance. Vous l'ajoutez quelque chose, maître Non, Violo? pas du tout. Non, ça va bien. En fait, l'ouverture des 2 enquêtes, elle est automatique puisque il y a des faits qui justifient d'autres faits. Donc en fait, on peut pas ouvrir une enquête pour pour homicide en fait sur personne qui sur le conducteur et ne pas ouvrir d'enquête sur tentative d'homicide. On est obligé d'ouvrir les 2 enquêtes. C'est toujours ce qui est fait. C'est normal. Le policier est placé en garde à vue. C'est normal. Oui, enfin oui, il peut être. Ah oui, c'est normal. Oui, c'est normal. Il y a pas de c'est normal. Oui, c'est normal. Il peut être aussi auditionné en audition libre, mais ce qui n'est pas le cas. Là, c'est la garde à vue, c'est assez logique quand même, oui. La garde à vue, elle obéit à certains critères légaux. Quand il y a des indices qui laissent penser que la personne a commis une infraction. Une commission d'infraction. Bon. Alors, vous avez vu les 2 vidéos, Grégory Joron. Vous avez vu je vous demande pas de nous dire s'il est coupable ou pas coupable. Oui, je ne le ferai pas, je vous avouerai l'exercice. Non, mais attendez, que les choses soient claires. Mais vous avez vu les 2 vidéos. Quelles sont les questions que vous posez? Et en fait, c'est toujours les mêmes questions quand on a ce genre d'affaires-là, et c'est toujours extrêmement difficile d'en parler. Je vous le dis en toute franchise, quand on a nos fesses bien assises sur un siège assez confortable, derrière un micro, dans un studio à 22 degrés. Voilà. 23, parce que c'est 23, même il fait un peu chaud. Mais notre réalité, c'est ça. C'est-à-dire que quand on est policier et qu'on est confronté à ces situations où, je vous le dis honnêtement, Bruno est dans cette situation-là, moi je suis dans cette situation-là, où on met madame dans cette situation-là, je suis pas sûr qu'on ait les 3 le même comportement, la même réaction. Et c'est toujours cette difficulté face à un sentiment de mise en danger et au déclenchement justement d'un tir. Et c'est justement le travail de la justice, des magistrats, des enquêteurs, d'essayer de regrouper tous les faits qui vont nous permettre d'avoir un regard complet là-dessus, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé avant, quel est le contexte pendant, pourquoi et on en est arrivé là. Et c'est ça qui va être intéressant. Moi, les 2 vidéos, si vous voulez, j'ai un regard technique, oui, le positionnement peut-être, etc. Mais j'ai pas, enfin, déjà à ce moment-là, vous imaginez bien que je veux pas m'exprimer là-dessus. Notre réalité, c'est réellement cette difficulté face à ce genre d'événement où finalement on en est toujours à se dire à la fin, oui, mais les policiers auraient dû tirer dans les pneus, oui, mais il n'aurait pas dû se mettre devant la voiture, oui, mais il aurait dû viser dans le bras. Enfin, je veux dire, ça va. On demande du discernement. Nous avons parlé de la formation des policiers et des gendarmes, mais Bruno Pomar, quand même, moi, il y a une chose qui me surprend, c'est que le policier est sorti son arme.
tout de suite, c'est normal. C'est normal. Vous savez, et qu'il braque son arme sur le conducteur, c'est normal ou pas? normal. Non, je vous demande des faits, c'est normal ou pas? Oui, on est dans des secteurs qui sont quand même plutôt à risque, hein, même si c'est le matin de bonheur. Hein. Les policiers prennent, on le sait, tout le monde le sait, des risques en permanence, 24 heures sur 24 dans notre société. Ils voient une voiture qui leur paraît pas normale dans cette situation, avec 3 individus à l'intérieur, que le policier, au moment de l'interpellation, sorte son arme pour protéger son collègue ou pour se protéger lui-même, c'est tout à fait normal. Quant à l'utilisation, après, c'est un autre sujet. Mais en attendant, il se protège et c'est normal. Normal, maître? Normal, à considérer que Paris est en train de, que Paris et la région parisienne est en train de devenir le Far West. Moi, je trouve pas que ce soit parfaitement normal. Tout à l'heure, je voudrais juste revenir. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait eu, je ne sais plus qui est-ce qui parlait du chiffre. On parle l'année dernière, il y a eu 13 décès. 13 morts. 13 morts. Après refus d'obtempérer. Sur des milliers de... Il faut remettre le contexte général. Sur près de 30 000... Non, mais c'est toujours trop, vous avez raison, sûrement. Ah mais ça fait plus d'un par mois. Oui, mais écoutez, si les policiers, les 13 morts, je pense que les policiers ne l'ont pas. Est-ce que vous savez combien il y a de policiers qui ont été mis en examen? Est-ce que vous savez combien il y a de policiers qui ont été mis en examen? Écoutez, tous les ans, alors si on prend de façon globale... Sur ces 13 faits. Je n'ai pas les détails sur les... Il y en a 5. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 13 décès. Oui. Sur ces 13 décès, on peut supposer que 13 au moins policiers ont été mis en cause à un moment donné. Ils étaient en légitime défense, les autres. Sûrement. Mais c'est normal, vous êtes dans votre rôle. Non, mais c'est la justice. Moi, je ne suis pas anti-police, je ne suis pas droit de l'homme, je ne suis pas là en train de dire la police tue les gens, pas du tout. Je suis juste en train de dire qu'il y a un problème et que de répéter sans cesse, parce qu'on est un peu là-dedans, que c'est normal de sortir son arme à 8h du matin parce que c'est une zone compliquée. Je vais terminer. Moi, je vous fais inviter, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Je le dis à chaque fois que je rencontre des députés. Je ne suis pas... Heureusement que je suis pas sur le terrain à regarder les policiers sortir leurs armes toutes les 2 minutes. Mais alors je vous invite à venir dans un palais de justice et je vous invite à ouvrir un code pénal, ce que je fais toute la journée. On peut s'inviter aussi même, chacun son métier, et on peut débattre. Mais moi je l'ai fait. Bon, alors mais non, je ne crois pas. Je vais juste terminer mon propos. Sur 13 décès qu'il y a eu l'année dernière, 13 faits de meurtre. Enfin, de meurtre. Attendez, autant pour moi. 13 décès. Il y a 13 personnes qui sont décédées. Il y a 5 policiers qui ont été mis en examen. Il n'y a aucune condamnation encore, parce que l'enquête prend du temps, parce que les informations judiciaires prennent du temps. Est-ce qu'on peut se satisfaire de cela ? Je ne sais pas. La question qui peut se poser aussi, c'est le traitement judiciaire qui est fait de ces affaires. Non, mais ça, c'est autre chose. Mais moi, la question qu'on va se poser, dans les enquêtes, c'est pourquoi. La question qu'on va se poser, c'est est-ce que la loi est bien faite? Est-ce que la formation est suffisante? Et pourquoi est-ce que dans d'autres pays d'Europe, il y a aussi des refus d'obtempérer nombreux? Et pourquoi est-ce qu'il y a moins de morts? C'est tout. Moi, est-ce qu'il faut revoir la loi? Est-ce qu'il faut... Je ne mets pas en cause les policiers et les gendarmes, que les choses soient claires. Je ne mets pas en cause... Je veux simplement réfléchir et essayer de trouver des solutions pour améliorer les choses. Ça me paraît, et pour les policiers d'ailleurs, c'est bien d'améliorer, et pour le citoyen, c'est bien aussi. On est bien d'accord. Oui, je veux pas relancer la micro-polémique avec madame, mais je suis un peu étonné par le fait que vous étonniez qu'on ait que 5 policiers mis en examen suite à 13 personnes tuées sur des refus d'obtempérer. Enfin, je veux dire, vous êtes pénaliste, donc je vais pas vous inviter, moi, à faire ce que je fais, et ne m'invitez pas à ouvrir un code pénal, parce qu'en effet, je ne serais pas de me qualifier pour tout comprendre. Mais il me semble quand même que quand c'est le cas, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'instruction ou pas d'ouverture d'instruction, ou que les magistrats n'ont pas jugé nécessaire au regard des éléments qu'ils avaient d'ouvrir plus loin que ce qui leur permettait de fermer ça. C'est-à-dire que l'enquête, pour eux, c'était une légitime défense, c'est-à-dire que le code pénal était pour le coup et le code de procédure pénale respecté, et que finalement les policiers étaient respecter la loi. Inquiété. La légitime défense, quand... Parce que là, il y a une zone un peu grise, peut-être quand même, non, sur la légitime défense. Oui et non, parce à quel moment est-on en légitime défense? À quel moment? Honnêtement, il n'y a pas très difficile. Il n'y a pas de zone grise. Parce que, par exemple, dans le texte de 2017, il y a un mot que je trouve particulièrement imprécis. C'est le mot susceptible. C'est quoi? S'ils ne peuvent stopper la voiture autrement que par l'usage des armes, et si dans sa fuite le conducteur est susceptible de perpétrer des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique. Susceptible, c'est...
Mais c'est une arme par destination, le véhicule. Hein. Voilà, il faut le véhicule, voilà, c'est une arme par destination. Un couteau, ça peut tuer. Tout à fait. Le véhicule peut tuer. Absolument. C'est la difficulté du métier de policier, c'est le discernement, c'est la réaction à l'instant T, c'est tout ce que ça entraîne derrière, c'est aussi tout ce qu'on nous met sur le dos, parce que, pardon, mais je veux pas parler de ça, mais imaginons toutes les affaires aussi de refus d'obtempérer qui ont engendré malheureusement des morts dans certains quartiers parce que des gamins se faisaient renverser, etc. Et parce que les policiers ont pas pu agir comme ils devaient agir et pas pu interpeller la personne en temps et en heure. On nous reproche après de pas faire grand-chose. Donc on est toujours de toute façon dans la polémique pour la polémique. Notre vraie réalité, c'est que la légitime défense, elle a pas de zone grise. La légitime défense, c'est quand même peut-être la mesure qu'on apprend par cœur dans tous les sens, presque dans toutes les langues quand on fait une formation de policier. Je peux vous assurer qu'il y a aucun policier qui se lève le matin en disant ce matin je vais tuer quelqu'un. Ça n'arrive pas. Voilà. Heureusement que ça n'arrive pas et qu'à chaque fois que ça arrive, je peux vous assurer que on passe à j'ai juste pas envie d'être à la place de ces collègues-là. J'ai pas envie. Justifié ou pas. C'est-à-dire que même ceux qui malheureusement ont dû user de leur arme face à un terroriste ou face à quelqu'un qui, pour le coup, ça emportait aucune nuance et aucun doute, eh ben, ils le vivent pas tous bien après non plus. Et moi, j'ai envie de dire surtout que, en effet, ce qui pose pour nous, au syndicat de police, et pour le mien surtout, une TGP Police, un vrai sujet, c'est le traitement du policier mise en cause. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... moi, je crois en notre état de droit, bien heureusement. Je crois en notre justice, même si elle a du mal à fonctionner parce qu'elle a à peu près les mêmes mots que la police et que tous nos piliers régaliens aujourd'hui. Oui. Mais je crois surtout que, malheureusement, le traitement policier après est pas à la hauteur de ce qu'on est en droit d'attendre par rapport à ce qu'on vit tous les jours. Bien. Alors, nous allons voir la loi, revoir est-ce qu'il faut la revoir ou pas. Et puis, pourquoi est-ce qu'il y a plus de tirs? J'insiste bien là-dessus en France qu'ailleurs en Europe. Peut-être parce qu'il y a une haine anti-flic qui s'exprime, peut-être. Je sais pas, non? Non, les circonstances font que. Peut-être qu'il y a plus de contrôle aussi. C'est possible, il y a en tout France un tas de circonstances. Non, moi, là où je voudrais revenir, Jean-Jacques Bourdin, c'est de dire, excusez-moi madame, je vous attaque pas en disant ça, mais j'entends ce que vous m'avez dit tout à l'heure, ça m'a un petit peu interpellé, mais avec les politiques qui commentent comment doit fonctionner le policier sur le terrain. Je vous jure, moi je vais dans les tribunaux, je vais dans les prisons même, vous voyez, rencontrer je fais plein de trucs depuis 30 ans, j'ai pas de souci là-dessus. Croyez-moi, et il y a peu de temps, il y a un sénateur qui l'a fait, socialiste, qui était un petit brave, et qui est allé patrouiller une journée avec les braves. Il a eu la peur de sa vie, il a dit ouf, c'est utile les braves, moi qui étais contre. Je pense que c'est important d'aller sur le terrain, de voir ce qui se passe avec les policiers. Mais ne faites pas cette terre désabusée, excusez-moi madame. Mais je vous excuse monsieur, il n'y a pas de problème, je vous excuse bien volontiers. Oui, mais c'est vachement important. Je pense que votre discours participe pour vous. Je pense que votre discours participe à l'huile qu'on met un peu sur le feu pour faire flamber un peu les relations entre la police et les citoyens. Mais je fais ça depuis 30 ans madame. Vous savez ce que je fais? Bon, attendez, laissez-moi répondre. Vous savez ce que je fais? J'ai 63 ans. Écoutez-moi, juste un instant. J'ai 350 policiers bénévoles. Je vais dans les quartiers, à Nanterre d'ailleurs. Mais vous êtes décoré de la Légion d'honneur, je crois. Oui, voilà. Mais pour des faits d'action, je vous rassure. Mais c'est pas pour ça que je parle. Je vais dans les quartiers, dans 160 villes en France, les quartiers les plus difficiles. Mais bravo. Faire du rapprochement avec le policier. Vous me dites que je mets de l'huile sur le feu. Non. Un petit peu. C'est vrai que l'huile sur le feu. Il y en a d'autres, pardon. Dites-moi, il y en a d'autres qui mettent de l'huile sur le feu. Oui, il y en a plusieurs. Par contre, allez, on va continuer. Je suis pas d'accord avec vous. C'est pas pour ça qu'on est anti-policier. Vous me dites que je mets de l'huile sur le feu. Bon, allez. Bon, c'est peut-être un peu malheureux. Il est 11h31. Allez, on va pas donner l'exemple. On va essayer justement d'être plein de sang-froid. Il est 11h31. Allez, on va prendre Florent et Jacques dans un instant. Et puis, on va revenir sur la loi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette loi. Est-ce qu'il faut la modifier? Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est suffisante? Je ne sais pas, moi. La formation, encore une fois, est-ce qu'elle est suffisante ou pas? Allez, 11h31, à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h34 sur Sud Radio. Le débat est enflammé. Nous allons prendre des auditeurs quand même, parce que David, par exemple, qui est à Montpellier, qui a 50 ans, qui est agriculteur. Bonjour David, à côté de Montpellier. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous vouliez dire? Racontez-nous. Alors, déjà, je voudrais vous remercier de me recevoir sur votre radio qui est magnifique et que j'écoute tous les matins sur mon tracteur. Bon.
J'espère que je parle pas trop fort. Non, vous parlez bien, David. Bien. Vous êtes où exactement, David? Vous êtes où? Eh ben, en fait, je vais pas trop vous dire. Je vais pas avoir de problème avec personne, mais je suis en fait du côté de Frontignan. Je travaille sur le Muscat, vous voyez. Ah d'accord, voilà. J'ai compris. Voilà. Le bon Muscat de Frontignan, d'accord. Voilà, exactement, on en profite pour faire un peu la pub. Ouais. En tout cas, merci encore pour votre émission. Et bon, je voulais vraiment aussi, voilà, la plupart du temps, voilà ce qui m'est arrivé, je vais vous raconter. Je pars un matin, je récupère ma moto au garage. J'ai changé les pneus, j'ai tout fait la révision complète et je pars sur l'autoroute, sur le périph'. Et là, je vais récupérer ma compagne qui travaille chez un grand couturier dont je vais pas dire le nom. Je la récupère et on rentre tranquillement à la maison. D'un seul coup, sur le bas-côté, je vois 2 gendarmes en moto qui sont en train d'interpeller un autre motard. Et là, d'un seul coup, je les vois, mais vraiment en furie, monter sur la moto, arriver à ma hauteur, sortir le pistolet, puis me dire « suis-nous, suis-nous, suis-nous ». Puis moi, je suis là avec ma compagne, je suis tout étonné, et on va jusqu'au commissariat, je fais 40 km, je vais jusqu'au commissariat de police, et arrivé là-bas, ils commencent à me mettre des infractions, des contraventions pour les pneumatiques, pour la plaque d'immatriculation, et puis ils me disent comme ça, signé. Et moi je dis mais attendez, regardez les pneus, je viens de sortir la moto du garage ce matin quoi. Non, signé, sinon ta pétasse elle reste là et toi tu rentres à pied. Du coup j'ai signé le papier, j'ai pris ma compagne, on est parti. On a fait un petit rapport qu'on a envoyé au procureur de la République. On n'a jamais eu aucune réponse. Mais bon, c'était vraiment pour vous signaler que on voit bien l'image, l'agressivité qu'il a. Mais David, vous avez des policiers, ou des gendarmes dans votre famille, non? Ouais, moi, en fait, j'ai ma sœur, en fait, qui est commissaire de police sur Paris. J'ai un frère qui est sur Narbonne, qui est gendarme. J'ai un beau-frère qui est dans la douane. Il n'a pas eu de chance. Comment? Vous n'avez pas eu de chance. Votre moto était en état? Ouais, ma moto, elle venait de sortir du garage le matin même. Ils se sont trompés, quoi. C'est rare que les policiers se trompent. Vous savez, moi, permettez-moi, parce que moi, j'adore ma famille, j'adore la police. Il nous faut une police. La police, c'est super important qu'elle soit là. Et je respecte le travail qu'elle fait. Merci, David. Par contre, pour l'agressivité, je trouve pas ça très normal, monsieur l'agent de police. Soyez plus courtois. Merci, David. Jacques est à Marseille. Bonjour, Jacques. Bonjour Monsieur Bourdin et merci de m'accueillir sur Sud Radio. Je vous en prie Jacques, rapidement parce qu'on a énormément d'appels, je veux mettre Florent aussi à l'antenne. Allez-y Jacques. Monsieur Bourdin, je vais être concis. 3 observations très courtes. Je vais te mettre une balle dans la tête. Si j'ai pas un problème de sémantique, ça ressemble plus à une menace qu'à une sommation. Première des choses. Deuxième des choses, le sang-froid devrait faire partie de la première qualité d'un policier. Et certains policiers ont le sang très chaud et la gâchette facile. Troisième observation, il était à côté de la voiture et non pas devant la voiture. Et il ne risquait pas d'être renversé. Voilà. Donc je suis navré pour cet homme qui est allé rejoindre Cédric Chouviat aux cieux. Merci Jacques. Bien, Florent est à Dax. Bonjour Florent. Bonjour. Alors, je vous entends pas très bien Florent avec votre téléphone. Vous m'entendez mieux là? Ah ben oui, parce que vous étiez en kit manœuvre. Oui. C'est ça. Enfin, voilà, allez-y Florent. Alors, je vais être concis. D'abord en intro, je présente mes condoléances à la famille du petit jeune, clairement. En numéro 2, j'ai été ancien militaire, j'ai fait des vigies pirates, pas des sentinelles, je précise. Le constat que j'ai fait et qui est encore d'actualité, c'est que la formation, elle est pas là. Elle est pas là. On me parlait de sang-froid, tout ça s'apprend en formation. Il y a le monsieur du RAID qui est présent, il pourra en dénoter. Ces personnels de la police ne tirent que 100 bastos à 200 bastos par an. Là où les Américains, Los Angeles ou ailleurs, en tirent 10 000 par an. Bon, j'exagère peut-être, mais au moins 5 000. Et troisième chose, le contexte. Je rappelle qu'on a abandonné la mission de sécurité publique qui était dédiée à la relation, qui était utile à la relation citoyen-force publique. Et ça n'existe plus. Et ça, du coup, pour moi, ça entraîne automatiquement soit de la haine,
s'aperçoit du je m'en foutisme, et donc on a une croissance aiguë des refus d'obtempérer. Moi, quand je me fais arrêter, j'ai les chocottes. Hein. Et je pense que on est une minorité. Hein. Et le petit jeune, je suis désolé, bon, je ne veux pas revenir sur le fait qu'il soit déjà en véhicule à 17 ans, hein, mais quoi qu'il arrive, ça faisait quand même un certain temps qu'ils étaient en train de discuter avec lui, il aurait dû déjà sortir de la voiture, se faire palper, etc., etc. Le gars, il est resté. Et on le voit à peine, mais il n'a pas les mains sur le volant. Donc la procédure qu'a mise en branle le policier, ok, il a sorti son flingue parce que le gars, il n'avait pas les mains sur le volant. S'il est encore en train de fouiller quelque chose dans ses poches ou quoi, il y avait danger. Sur les faits en eux-mêmes, vous avez vu la vidéo, évidemment, visiblement. Alors après, nous allons attendre l'enquête. Hein. Mais dans tous les cas, merci. Alors, plusieurs choses. On en parlait, la formation. Grégory Joron, est-ce que les policiers et gendarmes sont suffisamment formés? Je m'adresse à Grégory Joron et à Bruno Pomar. Est-ce que vous êtes suffisamment formés? Non. Mais on n'est jamais suffisamment formé. Mais et on peut être le plus formé possible et malheureusement aussi être faillible. Enfin, je rappelle juste que la police est humaine et qu'est de facto, malheureusement, on peut aussi se planter. Alors, on peut aussi avoir un mauvais discernement. On peut aussi se poser la question parce que moi, je pense que la formation, elle doit tout inclure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, Monsieur l'a dit, il a un peu exagéré peut-être sur le nombre de cartouches tirées, mais la réalité, c'est qu'on a 3 tirs obligatoires par an, à peu près de 45 cartouches par tir. Donc, on est en gros à moins de 150 cartouches tirées par an pour le policier lambda. Hein. Je ne parle pas des services spécialisés et compagnie qui sont évidemment heureusement plus larges. Ça, c'est notre réalité. Et qu'après, malheureusement, je vous dis aussi ce que je pense, l'état de notre formation continue surtout. Parce que la formation initiale en école de police, elle est de bonne facture. Alors, le problème, c'est la formation continue. Est-ce qu'on forme un policier à ce genre de situation? Oui. C'est-à-dire, je ne parle pas de tir. Oui. Je parle de situation où le policier de mise en situation. De mise en situation. Typiquement, c'est typiquement, excusez-moi, c'est une vraie question sur l'évolution de nos institutions. La police est toujours en train d'évoluer, toujours malgré tout ce qu'on peut en penser, même les plus critiques. Je suis désolé, mais on est toujours en train d'essayer d'améliorer les process. Moi, ce que je déplore, c'est qu'en effet, il y a eu une évolution de la loi en 2017 avec un nouvel article qui est celui que vous avez rappelé tout à l'heure, 435-1 du Code de sécurité intérieure, et que finalement, on a deux choses. On a ceux qui rentrent dans la police avec cet article-là aujourd'hui bien en tête et la formation initiale qui va avec, et tous ceux qui étaient avant cet article-là dans la police et à qui finalement, quand on connaît le niveau de formation continue dans la police nationale, c'est-à-dire proche du néant, quand vous êtes en service et que vous voulez être formé, malheureusement, quand on vous apporte des nouvelles notions, c'est extrêmement long pour aller former tous les agents, etc. Et c'est une vraie question. Parce que je vais vous dire ce que je pense. Je pense qu'autour des refus d'obtempérer, à un moment donné, il faudrait peut-être réfléchir à une évolution opérationnelle, parce qu'aujourd'hui, les policiers, quand ils se positionnent devant une voiture, ils se positionnent toujours de la même manière, parce que c'est ce qu'ils ont appris depuis 25 ans, c'est ce qu'ils ont appris depuis 10 ans, c'est ce qu'ils ont appris depuis 6 mois. Et ils ne changent pas de positionnement. Et peut-être qu'il y a une réflexion là-dessus. Je ne suis pas le mieux placé. Mais voilà, la mise en situation. Mais vous savez, oui, mais Jean-Jacques, moi, je suis d'accord avec ce que vous dites. Alors, je vais faire le parallèle au RAID. Nous, les mises en situation, j'en ai fait un pagaille pour intervenir sur les terroristes. Si, parce que c'est du drill, la formation. Oui, c'est la mise en situation. Ça veut dire on répète des situations qui ne sont pas en soi dangereuses, puisqu'on fait de l'entraînement. Oui. On pourrait le faire aussi pour les policiers, de façon à outrance. Mais lorsque vous êtes sur le terrain, avec l'effet tunnel, avec l'adrénaline, avec la tension, avec un casque sur la tête, ça change comme notre collègue. Totalement. On n'est que des êtres humains, on n'est pas des James Bond. Non, mais je suis d'accord. Mais il faut se rendre compte. On dit le policier est en uniforme, le mec il est formé. Oui, mais est-ce qu'on peut pas se dire, est-ce qu'on peut pas se dire aussi, il vaut mieux laisser partir un jeune de 17 ans plutôt que de tirer. Moi, je pose la question. Sur les 25 000 refus d'obtempérer, il y en a plein qui sont partis. Et qui sont partis parce que les policiers ont laissé pour éviter de se faire écraser peut-être. Alors, on parlait de l'IGPN. Pourquoi, c'est vrai, vous faisiez la remarque, pourquoi est-ce que l'IGPN ne nous explique pas quand des policiers sont sanctionnés, pourquoi ils sont sanctionnés, hein, c'est ce que vous disiez. En fait, tout le monde y va un peu de son anecdote, et ce que je peux parfaitement comprendre. Juste sur les tirs des policiers, en plus, je crois qu'ils tirent dans la cible ou
en l'air ou sur les côtés, ça ne change absolument rien dans leur formation. Ils continueront de porter leurs armes. Donc effectivement, je pense qu'il y a un sujet sur la formation des policiers. Ensuite, sur il faut que le policier porte une arme, tout de même. Mais il faut qu'il porte une arme. Mais enfin, il est armé. S'il a tiré, c'est 45 x 3 cartouches. Oui. Qu'il les ait correctement tirés, pas correctement tirés, il aura son arme. Non mais, pardon. Heureusement qu'il a une arme. Oui, non, mais je veux dire, en fait, le port d'arme n'est pas conditionné à la qualité des tirs des policiers. Non, mais si vous me permettez, la qualité d'un tir dans un stand de tir, sans être en situation dégradée, même quand on vous met un peu de lumière, un peu de stress, qu'on vous secoue dans tous les sens, comme c'est le cas pour essayer de se mettre en situation, ne sera jamais la réalité d'une situation dégradée avec la peur, etc. C'est la raison pour laquelle, monsieur, je suis d'accord avec vous, oui, on peut se mettre d'accord. C'est la raison pour laquelle peut-être qu'il faut se tourner vers la loi et que la loi, elle est là pour protéger et les citoyens et les policiers. Et que le terme susceptible de, qui a été ajouté à la loi en 2017, en fait, il ne protège plus personne et il est en train de mettre la pagaille dans l'interprétation et que les juges peuvent avoir d'une situation et que les policiers peuvent avoir d'une situation. Après, je vais terminer sur l'IGPN. Tout le monde y va de son anecdote. Moi, je défends une femme dont l'ami a été tué, parce que c'est comme ça que ça C'était en 2022. C'était en 2021. 21 même, oui. Voilà. En mois de juin 2021. Juin 2021, il y a 2 ans. Ils sont dans la voiture, bon, je ne vais pas refaire l'histoire. Il y a une passagère qui n'avait pas de casier judiciaire, mais ça, en fait, on s'en fiche complètement. Il y a une passagère qui est parfaitement innocente, qui va se prendre des balles dans la tête et qui va décéder sur le coup. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On a une ouverture d'enquête et on a une ouverture d'information judiciaire qui est donc confiée à un magistrat qui est censé être indépendant. Et on a une enquête qui est confiée à l'IGPN. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Rien. En fait, l'enquête a été menée dès le début, de manière partiale. J'y vais vraiment sans aucun problème, parce que j'ai attendu, vous voyez, j'ai attendu 1 an, 2 ans, ça va faire 3 ans que j'attends qu'il se passe quelque chose dans son dossier, dans leur dossier. 2 ans. Et que 2021, 2023, 2 ans. Oui. Je ne sais plus quoi leur dire à ces gens-là. Et l'enquête policière, elle démarre avec un placement en garde à vue des 3 fonctionnaires de police qui étaient autour de la voiture. Ils sont à l'IGPN, ils sont placés en garde à vue, et vous savez, en garde à vue, on a des entretiens avec un avocat, et ensuite on a une audition qui est menée par leurs collègues de l'IGPN. Dès le début de l'enquête, il y a un problème puisque c'est le même avocat pour tout le monde, puisqu'en fait, avant de faire chacune des auditions, on fait un entretien et qu'on se rend compte que les policiers, ils ont tous la même version. Qui est celle de dire qu'ils n'ont rien fait et qu'ils étaient en danger. Peu importe, je vais pas rentrer dans l'affaire. Aujourd'hui, aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est l'IGPN. Oui, mais l'IGPN, c'est pour ça que je vous raconte ça. C'est qu'en fait, l'IGPN, à mon sens, à notre sens, parce que mes confrères pensent la même chose que moi, et encore une fois, on n'est pas anti-police, on est juste des avocats qui défendons nos clients en fonction des codes pénaux, et du code pénal et du code de procédure pénale. C'est tout. Et la manière avec laquelle l'IGPN a mené cette enquête-là pose question. La manière avec laquelle le magistrat instructeur mène son information judiciaire pose question. L'IGPN, ce qui aurait été bien, je pense, c'est qu'elle décide à un moment donné de communiquer sur les policiers sanctionnés. Je me tourne vers vous, Grégory Joron. Est-ce que... Ah bah tiens, nous allons faire ça après la pub. 11h40, on a même parlé de l'IGPN. Est-ce qu'elle communique mal, pas assez? Est-ce que les journalistes sont feignants, paresseux et ne reprennent pas les communiqués de l'IGPN, ce qui est possible aussi? Allez, 11h48. Jean-Jacques Bourdin. Bien, l'inspection générale de la police nationale, Grégory Joron, publie chaque année des rapports. Ben oui. Combien de policiers sanctionnés chaque année? Alors pour tout vous dire, je l'apprends pas par cœur. Oui, d'accord. Bon, d'accord. Voilà. Mais honnêtement, c'est marrant ce procès qu'on fait à l'IGPN. Mais moi je demande. Non, mais je dis pas que c'est vous qui le faites, mais régulièrement. Je voulais savoir s'il y a des policiers qui sont accusés sanctionnés ou pas. De ne pas dire. L'IGPN rend un rapport public sur le nombre de tirs, sur le nombre de personnel. Et explique pourquoi le policier a été sanctionné. Il donne pas tous les détails, mais il donne en tout cas les échelles de sanctions. Ils reviennent pas sur les dossiers, mais ils donnent les échelles de sanctions. Et honnêtement, c'est un rapport qui est de plus en plus précis pour le coup et qui est en plus rendu public. Il faut savoir que ce procès-là qui est fait à l'inspection générale, c'est le même depuis 100 ans.
c'est une réalité. C'est-à-dire qu'en fait, celui de dire qu'elle protège les policiers et qu'elle enterre les affaires, moi je vais juste vous dire quelque chose qui me semble évident, et c'est pour ça que je pense que c'est un système qui fonctionne pas si mal que ça, c'est que quand vous êtes à l'extérieur, vous pensez que l'IGPN fait pas son boulot et qu'elle est laxiste, et quand vous êtes policier, vous avez peur de l'IGPN parce que vous savez qu'elle va pas vous rater. Ce qui me fait dire que c'est quand même plutôt un truc équilibré en fait à la fin. Bon. Voilà. Mais il y a des sanctions administratives, sanctions judiciaires, parce qu'il y a la justice. C'est pas que de l'entre-soi. On est là pas à donner que des blâmes et des avertissements aux policiers. Il y a des sanctions, il y a des policiers qui sont révoqués et qui sont mis en prison. Et l'IGPN est aussi prestataire de service, pardon de le dire comme ça, souvent sous la coupe d'un magistrat instructeur ou d'un procureur sur des enquêtes. Alors, autre question, c'est la lenteur de la justice. Ça c'est vrai, maître. Vous êtes confronté sans cesse à cela. Et l'effort de pédagogie qu'on doit déployer pour rassurer les gens qu'on défend est de plus en plus démesuré. Et va devenir impossible si ça continue comme ça. Je crois qu'il y a un mouvement des greffiers depuis hier et une petite altercation avec leur ministre il n'y a pas longtemps. L'état de la justice, on peut exactement utiliser les mêmes mots MOTS pour raconter les vrais mots de nos institutions. Ce sera les mêmes pour malheureusement définir les choses. Claude. Il y a un avancement là sur les sanctions quand même. Pour Moretti sur les petites affaires qui peuvent être traitées de façon en médiation. Est-ce que ça va désengorger pour autant les tribunaux? Ça, c'est une question. Claude. Oui, bonjour Jean-Jacques Bourdin. Bonjour. Merci de prendre mon appel. Très vite, Claude, très vite. Je voudrais d'abord dire que je plains les parents du jeune homme qui est décédé. Oui. Mais ceci étant dit, et sincèrement, moi je voudrais me référer à la jurisprudence médiatique Lola, c'est-à-dire l'instrumentalisation d'un fait divers. On est en train d'instrumentaliser un fait divers pour faire attendez, le on m'intéresse parce que quand on dit alors qui mais tous ceux, ça va de Mbappé à tous ceux qui disent aujourd'hui que finalement en fait le problème c'est la police pas formée, la police pas ceci, la police pas cela. Moi je dis simplement que la police pas formée c'est un problème. Claude. Non, je voudrais terminer ma phrase. Allez-y. Moi j'ai entendu sur les ondes que le CV du jeune homme, soit à la télé hier soir, soit sur les ondes de radio, le CV du jeune homme était déjà assez complet et montrait quand même qu'il avait déjà franchi la ligne blanche entre la bonne conduite et la conduite plutôt risquée et truand. Il était dans la drogue, dans le trafic de drogue, il avait des armes, il avait des trucs comme ça. Claude, ce n'est pas confirmé, nous attendrons l'enquête. Moi, restons-en aux faits, Claude. Mais ce que je veux dire, c'est que... Il n'avait pas de permis, ça c'est sûr. Oui, il n'avait pas de permis, il avait une bagnole de plus de 50 000 euros, il avait 17 ans. Donc, je veux dire, et il avait 17 ans. Et voilà. Donc, je veux dire que si vous voulez, moi, je plains sincèrement ses parents, mais je dis que le résultat, c'est la confrontation entre un petit truand et un policier, et que c'est triste et c'est malheureux, mais je voudrais pas qu'on en profite pour dire, tant qu'on n'a pas élucidé la question, que finalement, le policier n'aurait pas dû. Le petit ici, Claude, ici, nous n'avons pas dit ça, et nous ne le dirons pas, et nous resterons le plus neutre possible. Donc, je veux bien que vous fassiez des procès à qui vous voulez, aux médias que vous voulez, mais je ne veux pas que vous fassiez un procès à ce que nous faisons là depuis 1 heure, parce que depuis 1 heure, justement, je tiens absolument à ce que nous soyons impartiaux. Mais je ne visais pas votre émission en particulier. Moi, je disais mais moi, vous savez, Claude, il faut toujours préciser les choses dans la vie. Oui, bien sûr, mais on est d'accord là-dessus. Voilà, merci beaucoup, Claude. Merci. Oui, la loi, rapidement. Est-ce qu'il faut changer cette loi ou pas? Est-ce qu'il faut la modifier ou pas, cette loi de 2017, oui, de 2017. On est au même niveau que les gendarmes, c'est normal. Normal, mais bien sûr. Maître. La formation peut-être à revoir. Il y a du travail à faire sur la formation de nos policiers encore. Elle a été rangée, elle est à 12 mois maintenant. Je crois qu'il y a encore un peu de travail à faire. Maître, est-ce qu'il faut changer la loi? Moi, je pense qu'il faut changer la loi. Il faut se poser la question de savoir si on laisse le mot susceptible dans le texte, puisque je crois qu'il met en danger et les policiers et les citoyens. Grégory Joran, il faut changer la loi ou pas? Je pense qu'à la fin, tout ce qui est regardé, c'est justement, malgré tout, les conditions de la légitime défense au-delà de l'article 435.1-1, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait un danger imminent, une réaction proportionnée et concomitante. C'est la justice, rappelons-le, qui doit appliquer la loi.
La justice est trop lente. C'est mieux que les artistes et que. Mais c'est mieux que les artistes, les politiques de sport. Mais ça, on est bien d'accord. Les sportifs, ouais. Mais on est bien d'accord. Merci à tous les trois d'être venus nous voir ce matin sur cette antenne. Merci à vous. 11h57. Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 12h06. Les refus d'obtempérer. Je vais vous raconter dans quelques instants ce qui s'est passé cette nuit à Grenoble. Il est 12h06. Vous êtes sur Sud Radio. Et ici, encore une fois, les faits. Rien que les faits, c'est ce qui m'importe. Les faits, justement. Emmanuel Macron, qui est à Marseille, vous le savez, jusqu'à ce soir, Emmanuel Macron a réagi à la mort de Naël, qui a été tué hier matin. Il a trouvé la mort, il a été tué hier matin sous le tir d'un policier hier matin à Nanterre. Réaction donc Félix Mathieu d'Emmanuel Macron donc ce matin. Le chef de l'État était en déplacement à Marseille pour parler à la base d'autre chose. Il venait parler logement, mais évidemment il a été questionné sur ce qui s'est passé à Nanterre hier matin. Emmanuel Macron qui parle de faits inexplicables et inexcusables. Je veux ici dire l'émotion de la nation tout entière après ce qui est arrivé et la mort du jeune Naël, et de dire à sa famille toute notre solidarité et l'affection de la nation. Nous avons un adolescent qui a été tué, c'est inexplicable, inexcusable, et d'abord ce sont des mots d'affection, de peine partagée, de soutien à sa famille et à ses proches. Ensuite, la justice a été immédiatement saisie. Je souhaite qu'elle fasse son travail avec évidemment célérité et dans le calme que ce travail requiert, et que la vérité puisse être faite dans les meilleurs délais, que la justice passe. Je remercie l'ensemble des élus, le maire de Nanterre et tous les élus qui se sont exprimés. Je pense que dans un tel contexte, il faut de l'affection et du respect pour le jeune Naël et sa famille et ses proches. Il faut le calme pour que la justice se fasse, et il faut du calme partout parce que nous n'avons pas besoin d'avoir en effet un embrasement, une situation qui viendrait se dégrader. La défenseure des droits annonce à l'instant se saisir d'office de cette affaire. Quant à la mère du jeune Naël, elle en appelle à une marche blanche. Bien, une marche blanche demain. Alors Emmanuel Macron a réagi en filigrane, nous rappelle qu'il n'est pas question de récupérer politiquement ce drame. La récupération politique, oui, ça c'est une spécialité, et je vais en parler dans un instant avec Paul Sugy, qui est journaliste au Figaro, qui sera au téléphone avec nous juste après la pub. Paul Sugy, qui était hier soir à Nanterre. Il s'est passé beaucoup de choses à Nanterre hier soir, beaucoup de réactions, des émeutes, des affrontements avec la police. Et il a vu des élus venir parmi au secours des émeutiers, des élus LFI notamment. Il va nous raconter la récupération politique, c'est ça aussi. Disons clairement les choses. Je vous le dis, les faits, rien que les faits. Et puisqu'on parle des faits, refus d'obtempérer, eh bien, un fonctionnaire de police a été traîné sur une trentaine de mètres la nuit dernière à Grenoble, après un refus d'obtempérer. Le policier ne souffre d'aucune fracture, heureusement. Le suspect, 19 ans, a été interpellé, placé en garde à vue. Il conduisait sous l'emprise de stupéfiants. Le policier tentait d'interpeller ce jeune homme. Après ce refus d'interpeller, le fonctionnaire a été traîné donc par le mis en cause au guidon d'un scooter. Il était aux environs de minuit, rue Paul Valéry à Grenoble. Il est 12h09. Témoignage de Max, après nous rejoindrons Paul Sugy, mon confrère, mais témoignage de Max, qui est à Castres dans le Tarn. Bonjour Max. Oui, bonjour Jacques. Bonjour, merci Max. Vous avez été arrêté au volant. Ça nous est arrivé tous, voilà. Mais par des policiers qui ont sorti leurs armes, Max. Tout à fait. Tout à fait, c'était, donc j'ai plus de 65 ans. Oui. C'était il y a déjà 2 ans. Oui. Et en fait, je dois avouer que j'ai été surpris. L'un des deux s'est mis à quelques mètres, a sorti son arme, l'autre est venu vers moi et m'a demandé mes papiers et au téléphone a communiqué. Et ils se sont assurés que je n'étais pas la personne qu'ils recherchaient. Vraisemblablement, c'était une personne qui venait de refuser de s'arrêter suite à un contrôle. Ils n'en ont pas dit plus, non, j'en sais pas plus. Alors, je dois avouer que j'étais surpris, mais j'étais nullement choqué par le fait que ces gens-là se protègent. Alors, c'est vrai que les événements qui se produisent là sont des événements extrêmement malheureux, catastrophiques, mais je ne saurais prendre parti compte tenu de ce que j'ai vécu. Évidemment. Je n'y arriverai pas, je suis de tout cœur.
contrairement à M. Macron, je suis de tout cœur avec ma sensiblerie de papa, avec la famille. Mais je ne suis absolument pas pour récupérer quoi que ce soit. Je ne peux faire part que de mon expérience, que j'ai trouvée surprenante, mais absolument pas choquante. Merci Max, dans tous les cas, pour ce témoignage. Ici, chacun peut s'exprimer. Je le rappelle, encore une fois, chacun peut s'exprimer. Nous resterons le plus proche des faits, ce qui m'importe. Max, merci. Il est 12h11. Dans un instant, notre confrère Paul Sugy, qui était à Nanterre hier soir, journaliste au Figaro. À tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h15. Paul Sugy, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Paul, journaliste au Figaro. Paul, je parlais de récupération politique il y a un instant. Paul, vous étiez à Nanterre. Hier soir, toute la nuit, une bonne partie de la nuit, vous avez vu ces affrontements entre des jeunes et moins jeunes d'ailleurs, dans certains quartiers de Nanterre, tous les quartiers qui se sont embrasés, hein Paul? Oui, ce qui était assez stupéfiant, c'est qu'effectivement, hier soir, on avait l'impression que ça pétait de partout. Hein. Globalement, vous vous promeniez dans les rues. La plupart des rues sont calmes, mais vous entendez des bruits qui viennent de toutes les cités. En plus, Nanterre, les cités sont un peu éparpillées partout dans la ville. Il n'y a pas un quartier chaud et d'autres moins, donc c'est un peu partout. Et vous entendez les bruits de tirs, de mortiers d'artifice, les ripostes de jets de gaz lacrymogène, de lanceurs de balles de défense, le flashball des policiers. Et donc en fait pendant plusieurs heures c'est toute une ville comme ça qui est plongée dans une atmosphère quasiment de guérilla urbaine, avec des émeutiers qui étaient très mobiles en fait, hein. C'est un peu le jeu du chat et de la souris. Donc ils vont à un moment affronter les policiers ici, ils partent en courant, ça reprend là. Et vraiment je crois que les policiers, ce qu'ils me disaient, ceux avec qui je discutais sur le terrain, c'est ça, c'était partout à la fois. Il y en a qui me dit c'était au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, partout quoi. Oui, partout. Alors, la récupération politique, est-il vrai que... Oui, c'est vrai puisque vous l'avez écrit, Paul. Vous avez croisé des élus LFI ? Alors non, je ne les ai pas croisés. J'ai vu que les élus... les députés là de la NUFS, notamment Louis Boyard, Antoine Léaumont, sont allés au commissariat où étaient en garde à vue les personnes qui ont été interpellées au cours des émeutes. Hein. Il y a eu une grosse vingtaine d'interpellations, je crois. Gérald Darmanin a dû dire un peu plus 31 ce matin. Et donc ils sont allés, parce que les députés ont le droit de contrôler la façon dont des personnes, dont les prévenus sont gardés à vue. Et donc effectivement, alors que c'était étonnant parce que les policiers étaient sur le terrain, ils n'avaient pas eu un seul mot de soutien pour les policiers qui étaient engagés face à ces violences urbaines, mais ils sont allés contrôler l'action de la police. Donc là, effectivement, on peut penser qu'il y a une récupération politique. Oui, récupération politique. La gauche, l'extrême droite s'est empressée immédiatement de mettre en cause le policier. Alors, encore une fois, là, nous attendrons le résultat de l'enquête, et l'enquête dira quelles sont les responsabilités des uns et des autres. Mais vous avez quelle atmosphère avez-vous rencontré hier soir à Nanterre, Paul? Ouais. D'abord, il faut penser, Jean-Jacques, et c'est normal, que tout Nanterre ne parlait que de ça. C'est normal parce que la vidéo était profondément choquante, que tout le monde l'a vue, qu'elle a beaucoup ému, et que si vous voulez, vous passez pas à côté d'une pizzeria, de n'importe quoi, sans que les gens soient tous en train de parler de ça. Donc et si vous voulez, l'atmosphère est aspiré par l'émotion que ça suscite. Et au milieu de ça, au milieu de cette émotion, vous avez un certain nombre d'émeutiers, probablement pas très nombreux, mais suffisamment bien organisés entre eux pour produire un effet de masse, parce que, encore une fois, les violences urbaines qui ont été commises à Nanterre ont été vraiment commises partout, en obligeant la police à être sur tous les fronts à la fois. Donc au milieu de ça, des émeutiers, si vous voulez, qui ont profité de l'événement, il n'y a pas d'autre mot, pour aller casser du flic, mettre en œuvre leur détestation de la police en provoquant ces violences. Et donc, même s'ils sont une minorité, ça s'inscrit, si vous voulez, dans une ambiance générale où de toute façon, il y avait un malaise. Et alors, il y avait une autre forme d'expression de ce malaise qui était plus restreinte, mais on a vu aussi quelques personnes, pas très nombreuses, mais quelques personnes, pacifiquement postées devant le commissariat et qui, elles, scandaient les slogans habituels. Je vous fais pas un dessin qu'on entend dans les manifestations de gauche ou d'extrême gauche quand on parle de la police. Voilà, tout le monde déteste la police, police partout, justice nulle part. Donc voilà, donc une expression plus pacifique, plus militante, et puis à la fois une expression beaucoup plus désordonnée et violente dans les différentes cités de Nanterre. Et évidemment, comme toujours dans ces circonstances-là, les journalistes aussi sont pris à partie, Paul.
C'est pas simple à couvrir. Hein. Alors, vous en avez qui connaissent un peu le fonctionnement. Moi, j'étais surpris. Alors, ça vous aura pas échappé. Je suis pas un grand habitué de ce genre de théâtre, d'événements, mais les journalistes qui ont l'habitude de ça, moi, ça m'a surpris. Ils y vont avec des fixeurs. Un fixeur, c'est une personne qui vous ouvre un peu la voie quand vous êtes journaliste en vous disant, je vais vous emmener dans un endroit, là, vous pourrez faire de l'image, etc. C'est un peu celui qui fixe les règles du reportage. Ça, nous, on fait ça au Figaro quand on envoie quelqu'un sur un théâtre militaire. Quand on envoie un reporter à Bakhmout ou sur les théâtres de combat ukrainiens, oui, on a des fixeurs. On n'imagine pas que pour une ville qui est à 10 km de Paris, on a besoin d'avoir quelqu'un de la cité qui vous dit tu peux aller là, là tu peux filmer, là non tu peux pas. Bon bref, et donc du coup, effectivement, quand vous vous retrouvez au milieu de ces émeutes assez violentes, c'est tout un tas de personnes qui dissimulent leur visage, mais qui savent très bien que s'ils sont filmés, ça leur fait courir un risque, parce qu'ils sont dans une action évidemment violente et illégale, et donc qui peuvent être amenés à s'en prendre à vous. Moi, c'était un peu le cas à un moment, heureusement c'est pas allé très loin, mais qui m'ont demandé notamment d'effacer toutes les photos que j'avais prises à un moment, des destructions, des incendies qui avaient été allumés dans le quartier du Pont-Neuf à Nanterre. Et donc là, à ce moment-là, ils se mettent à 10 autour de vous, ils vous disent maintenant tu me donnes ton téléphone, t'effaces toutes les photos et tu pars d'ici parce que tu n'es pas. Ça c'est surprenant d'entendre ça. Tu n'es pas chez toi. C'est chez nous, t'es pas chez toi. Oui, zone interdite. Zone interdite, c'est ce que m'a dit effectivement un de ces gars en scooter, visage masqué, qui profitait du fait que les policiers étaient partis de l'endroit et que donc du coup en quelque sorte il pouvait occuper lui et ses amis, il pouvait occuper l'espace. Donc on a beau être sur la voie publique, en fait non, c'est eux qui font la loi et qui vous disent toi tu filmes pas, etc. Voilà. Bien, merci Paul. Merci, à retrouver dans le Figaro. Je voudrais préciser que, évidemment, des mesures de sécurité importantes ont été prises à Nanterre et ailleurs, parce que le ministère de l'Intérieur craint des événements dans la nuit prochaine. Ils vous ont dit d'ailleurs, Paul, est-ce que vous avez entendu des émeutiers dire qu'ils allaient revenir ce soir et les jours prochains ? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une volonté effectivement de rien lâcher, parce qu'il y a une colère qui s'est transformée maintenant en soif vengeance. Il faut aussi comprendre que c'est un mouvement qui est très désorganisé. À Nanterre, là, les émeutiers, ils se parlent entre eux, ils s'échangent des messages sur leurs réseaux, sur Snapchat notamment, etc. On décide au dernier moment d'aller à un endroit, d'aller à un autre. C'est pas un mouvement qui est organisé comme ça peut l'être parfois lors d'un mouvement politique. C'est pas le cas. C'est très éruptif. Et d'ailleurs, il y a un peu une sorte de concurrence qui s'est faite, de quasiment de match entre les différentes cités ailleurs en Île-de-France. C'est-à-dire que voyant qu'à Nanterre, feu et que ça s'embrasait, d'autres villes dans les environs, dans les Hauts-de-Seine, mais jusqu'à Mantes-la-Jolie, vous avez vu en Seine-Saint-Denis aussi, se sont embrasés aussi, un peu comme si c'était à celui qui montrerait que son quartier est le plus chaud, quoi. C'est un peu comme ça que ça se passe. Merci, Paul Sugy, merci. Vincent témoigne. Merci. Vincent est dans l'Hérault et témoigne. Bonjour Vincent. Bonjour à tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous vouliez dire, mon cher Vincent? Allez. C'était parce que je vous écoute depuis ce matin et vous faites que poser la question, est-ce qu'il faut changer la loi? Parce que là, il y a la légitime défense et la suspicion de faire... Voilà. Bon, voilà, c'était juste pour parler du petit Léon, 8 ans, ça vous dit rien, c'est normal, c'est un petit normal, qui s'est fait écraser par une moto. Si, je me souviens de ça. Vous vous souvenez, ça fait même pas un mois, mais bon, les Français ont la mémoire courte. Voilà, une moto qui fuyait un barrage de police. Oui, oui. Voilà, et en plus de se faire écraser par la moto, il a eu le crâne fracassé. Il y a des jeunes qui ont trouvé intéressant de balancer des cailloux sur l'ambulance, quoi. Oui, ça c'est complètement idiot et condamnable. Oui, bon, mais c'est idiot comme ceux qui sont en train de foutre le bordel là, en ce moment. Hein. Oui, mais... C'est tout à fait pareil. Hein. Parce que des jeunes de 17 ans qui se font tuer dans les cités, on en voit, pas tous les jours, mais presque, hein, des règlements de compte où les gens se font tirer dessus. Et il y a des jeunes qui ont même 12, le dernier, il avait 12 ans, je crois, qui s'est fait tuer. À Marseille, notamment, pas qu'à Marseille. Voilà, mais c'est pas pour ça que les habitants des cités, ils chassent les dealers à coups de cocktail Molotov. Oui, enfin ça dépend, voilà. Les habits, oui. Bon, dans tous les cas, Vincent, merci. Merci. Juste quelque chose, un dernier truc. Parce que peut-être qu'avec votre situation, vous pouvez rencontrer un jour Mbappé. Oui. Qui a mal pour la France avec ce qui s'est passé. Vous y demanderez s'il a eu mal pour la France, qu'il y ait un Syrien qui a poignardé des enfants, des bébés. Bon. Voilà.
Oui, mais c'est vrai, Vincent, c'est vrai que c'est évidemment, on posera. Mais moi, Mbappé, malheureusement, moi je veux bien qu'il vienne. Hein. Je suis prêt à l'interviewer. Il n'y a pas de souci, Vincent. Merci. Guy, et termine à Paris. Oui, alors, bonjour, c'est Radio, bonjour, Monsieur Bourdin. Vous avez 1 minute 30, mon cher Guy. Très rapide. Il y a un peu plus d'une 50aine d'années, mon frère a perdu son petit beau-frère de 12 ans qui a été tué par un fuyard dans le couloir de bus il a brûlé le feu rouge. Il a même percuté le petit camarade de ce garçon. Voilà. Oui. Donc, vous voyez, donc ça ne date pas d'aujourd'hui, ces histoires. Et la punition a été 3 ans de prison. Voilà. Le laxisme a commencé, ça fait une 50aine d'années de laxisme que nous avons dans ce pays, de présidents qui ne veulent pas mettre les choses en place pour satisfaire le peuple, pour être réélus, etc., etc. C'est dans tous les domaines, Monsieur Bourdin, dans tous les domaines. Cette dame qui veut faire organiser une marche blanche, elle est mère d'un enfant de 17 ans qui est mineur, elle est responsable. Pleinement responsable. Quel a été son mode d'éducation pour cet enfant? Qu'est-ce qu'elle a pu faire pour l'éduquer? Oui. Lui qui était récidiviste. Il ne faut pas louer, il savait très bien ce qu'il faisait, il était récidiviste. Oui, récidiviste, conduite sans permis, quoi. Mais non seulement sans permis, mais aussi de non-réponse à une demande de s'arrêter. Oui, mais de là à prendre une balle dans le corps, c'est un peu limite, quoi. Vous comprenez? Alors après, Guy, là où il faut être prudent, effectivement, c'est attendons dans quelles circonstances, hein? Oui, Monsieur Bourdin, la quasi-totalité des fuyards qui ne répondent pas à la demande d'arrêt, de vous dire, la quasi-totalité donne des morts, donne des blessés graves en prenant la fuite. Ce gendarme, ce policier, lui protège aussi les autres personnes. Non, mais c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a rappelé, vous avez raison, là. Les forces de l'ordre sont aussi là pour protéger tous les citoyens, je dis bien tous. Merci Guy, merci à vous. Merci, je suis obligé de vous arrêter parce qu'il est 12h26. Je vous remercie d'avoir appelé extrêmement nombreux ce matin. Et merci d'avoir été si attentifs. C'est l'heure d'André Berkoff.